Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le deuxième épisode de koh la légende. Alors ça va être un débrief un peu différent d'habitude, un peu plus court, un peu plus succinct. Je vais moins rentrer dans le détail, mais je vais vous proposer aussi des choses un peu différentes de d'habitude. Donc après mon avis sur l'épisode comme je le donne habituellement et quelques points que j'ai trouvé remarquables dans l'épisode que j'aimerais soulever dans cet épisode. On va analyser les dynamiques de tribu, mais surtout on va se positionner du point de vue des éliminés. Ça va être assez intéressant, on va voir comment les deux éliminés de cet épisode auraient pu s'en sortir. Alors, pour commencer, mon avis rapide sur l'épisode, et je dois avouer que j'ai été un peu déçu par cet épisode comparé à l'épisode de la semaine dernière que j'avais beaucoup apprécié. C'était un épisode, j'avais trouvé avec beaucoup de rythme, qui avait vraiment été intéressant et qui avait, disons, assoupi certaines de mes craintes, certaines de mes angoisses concernant cette saison. Malheureusement, elles ont été réveillées avec cet épisode. Et très franchement, le gros problème qui semble se dégager pour cet épisode et cette saison en général, c'est le pré-game et c'est surtout la très forte alliance, vraiment le noyau dur qu'on a pu observer chez les hommes, qui semble vraiment cadenasser le jeu et empêcher toute stratégie, tout suspense même, puisqu'on sait déjà qui sont les personnes ensemble. Et ce groupe-là, s'il n'est pas cassé rapidement, si une alliance féminine parce qu'on va avoir donc une recomposition en équipe, mais si au sein de ces équipes, les femmes ne sont pas soudées et ne parviennent pas à justement peut-être ramener un Maxime ou quelqu'un qui serait un peu à la périphérie de ce gros groupe, on peut supposer que ce gros groupe risque d'aller jusqu'au bout et on risque donc d'avoir une saison très prévisible, ce qui malheureusement vraiment gâcherait complètement cette saison qui a pourtant un très bon casting. Et cette impression d'une saison cadenassée a vraiment été renforcée dans cet épisode par le fait qu'on ait beaucoup vu les hommes, avec donc justement cette alliance très forte. On a énormément vu les hommes et on a vu un Patrick qui a essayé tant bien que mal, pas forcément toujours très habilement, mais de se sortir du pétrin dans lequel il était, en essayant avec Maxime un peu de se tirer la bourre, chacun essayant voilà, de faire valoir un peu leur position et d'essayer d'aller plus loin peut-être dans l'aventure en se rapprochant de ce gros groupe formé pré-game via justement des amitiés, des accointances, voilà, et on sait que, comme je le disais, il y a Claude, Laurent qui ont un très fort lien, et puis il y a les liens évidemment des aventures passées, et donc ce gros groupe de 6 en gros, avec Loïc, dont on ne sait pas encore dans quelle position il est, mais il était immunisé dans cet épisode, c'est un groupe qui est très difficile à démanteler, et donc on a pu observer chez les hommes finalement un épisode où ça faisait beaucoup de surplace, où il y avait un peu des stratégies dans le vide, avec justement un Maxime et un Patrick qui essayait de se sauver tant bien que mal, mais qui ne pouvaient que finalement se tirer l'un sur l'autre, se tirer dans les pattes, et ne parvenaient pas vraiment à monter une stratégie contre ce gros groupe dominant. On va rapidement revenir sur quelques points qui ont vraiment retenu mon attention dans cet épisode, mais sans volonté d'exhaustivité. Et c'est un peu paradoxal puisque on a eu, comme je l'ai dit, un épisode qui était très concentré sur la tribu masculine, mais les points qui ont le plus retenu mon attention étaient plus des points qui avaient trait à la tribu féminine, à commencer par l'excellente épreuve qu'on a eue et l'excellent combat qu'on a eu dans l'épreuve féminine, avec cette épreuve des trapèzes, une épreuve qui est quand même assez nouvelle pour certaines des aventurières les plus anciennes. Je pense justement à Jade et Clémence qui, si je ne dis pas de bêtises, n'avaient jamais, enfin Jade j'en suis certain, mais Clémence je ne crois pas non plus qu'elle avait eu l'occasion justement de se mesurer à cette épreuve. Et pourtant ce sont les deux qui ont remporté cette épreuve. On a eu vraiment un combat titanesque avec une Jade qu'on a vraiment retrouvée à son meilleur niveau, une Jade très très impressionnante dans cette épreuve. Elles ont toutes les deux été chercher le record sur cette épreuve, mais c'est Clémence, un peu la surprise générale, qui l'a emporté. On savait que Clémence était forte dans ce genre d'épreuve, on l'avait déjà vu notamment sur l'épreuve du koala, mais c'était vraiment impressionnant de la voir battre Jade, qui est pourtant vraiment la championne incontestée de ce type d'épreuve, les épreuves statiques. Et franchement, ça va de pair avec une Clémence qu'on espère un peu redécouvrir avec cette saison, puisque voilà, on sait que avant la saison, elle a annoncé qu'elle jouerait un peu plus au panache, qu'elle se cacherait moins derrière les autres, donc on l'espère la voir sous un nouveau jour, et très franchement, la voir déjà aussi dominante dans les épreuves face à autant de concurrence, c'était assez impressionnant, et donc je tenais à tirer mon chapeau à Clémence,
et à cette épreuve en général qui était vraiment, j'ai trouvé, très réussi. Deuxième point qui a retenu mon attention, toujours au sein de cette tribu féminine, c'était justement après cette épreuve et donc après l'immunité remportée par Clémence et Jade, de constater finalement qu'on n'avait pas, comme je le pressentais la semaine dernière, une opposition entre deux factions, entre deux groupes vraiment distincts, mais bien finalement une tribu plus ou moins unie avec des éléments qui pouvaient être en danger pour des raisons X ou Y. Et donc on a eu deux personnes qui ont été particulièrement en danger, à savoir Cindy, donc pour son rôle un peu de stratège assumé, et également peut-être un peu d'un point de vue plus mérite, étant donné qu'elle n'avait pas forcément le physique, un physique aussi impressionnant que les autres femmes. Mais aussi Alexandra, j'ai été un peu plus surpris par ça parce que étant donné qu'elle a quand même des alliés qui semblaient solides, notamment avec une Alix qui est vraiment très forte, mais peut-être qu'il y avait une arrière-pensée dans l'esprit justement des femmes de se dire qu'elle pouvait représenter un danger aussi avec son lien avec Loïc. Mais tout ça pour dire que j'ai été assez étonné de voir ces deux femmes-là en danger. Alexandra, de par son social, on se souvient qu'elle a eu beaucoup de mal à s'intégrer à sa tribu au début dans les Quatre Terres, et elle semble toujours avoir les mêmes difficultés. C'était assez poignant, assez touchant de la voir toujours aussi désespérée et s'apercevoir que finalement elle n'était pas vraiment bien intégrée dans le groupe, et sachant que voilà, c'était un peu un trait de sa personnalité et qu'elle est assez introvertie et qu'elle a du mal vraiment à s'intégrer dans un groupe. C'était assez touchant de la voir comme ça quand Clémentine a directement été vers elle pour un peu la confronter. J'ai assez bien aimé d'ailleurs l'attitude de Clémentine qui a directement crevé l'abcès, qui a directement été lui annoncer un peu qu'elle avait potentiellement l'intention de voter contre elle. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai été assez surpris que Cindy et Alexandra soient mises en danger. Assez déçu aussi parce que c'est deux aventurières que j'aime beaucoup et qui, selon moi, ne méritent pas forcément de partir à ce stade. J'étais assez déçu, on le verra ensuite, de l'élimination de Cindy. Mais voilà, assez surpris de voir que les deux factions qui semblaient s'affronter lors du précédent épisode, notamment avec une Kumba qui pour moi était potentiellement en danger, et bien finalement ce n'était que l'affaire d'un épisode. Peut-être que Karima avait un peu, de par son attitude, alimenté les tensions, mais qu'une fois qu'elle a été éliminée, tout s'est apaisé. Et finalement, voilà, c'était assez étonnant, je trouve, de ne pas retrouver un peu ces factions comme on avait pu l'avoir dans le premier épisode. Troisième point qui a retenu mon attention, je ne le fais pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est donc ce qu'on a pu observer avec Edge of Extinction, comme je l'annonçais du coup la semaine dernière. Donc on a eu ce fameux twist qui, pour ceux qui ne le savent pas, provient de la version américaine, donc ça a été appelé l'île des bannis. Pour rappel, c'était un twist qui avait été utilisé du coup dans la saison 12, dans Koh Lanta Malaisie, mais qui n'avait rien à voir avec l'île des bannis telle qu'elle est présentée ici. Là, l'île des bannis telle qu'elle est présentée ici, en fait, c'est un peu une sorte de mix entre le fameux Edge of Extinction qui a été utilisé dans des saisons récentes de Survivor, mais aussi le plus célèbre Redemption Island, qu'on avait déjà vu dans Koh Lanta, qui s'appelait l'île de l'exil, on l'avait vu lors du combat des héros, et là on semble avoir un peu un mix entre les deux. Alors on retrouve vraiment le format Edge of Extinction avec ce fameux panneau, la possibilité soit finalement de continuer l'aventure, soit d'abandonner. Bon, on se doute bien que tous les aventuriers vont sans doute continuer à l'aventure, mais c'est au-delà de ça que ça se joue, c'est ensuite voilà le fait de survivre à plusieurs sur une île. Ce qui fait la différence avec la version américaine, c'est que dans la version américaine, et d'ailleurs c'est ce que je n'aime pas dans la version américaine, il y a une épreuve qui est disputée ensuite au moment de la réunification, une épreuve avec tous les aventuriers éliminés, et celui qui remporte ou celle qui remporte cette épreuve est directement réintégré dans l'aventure. Là, on a un format qui est, je trouve, plus équitable puisqu'on a des duels successifs, potentiellement j'imagine à chaque épisode, et donc ça veut dire que les personnes éliminées en premier finalement ont moins de chances de réintégrer l'aventure que ceux qui seront éliminés proches de la réunification. Je ne sais pas si le twist se poursuivra ensuite post-réunification, comme c'est le cas dans la version américaine, mais en tout cas jusqu'à la réunification, on sait qu'on aura une forme d'équité, une forme de justice, puisque les personnes qui sortent plus tard, qui sortiront dans les prochains épisodes, n'auront pas à passer par le duel qui sera disputé par exemple lors du prochain épisode. Et donc ça rapproche davantage l'île des bannis de Redemption Island, de ce qu'on avait pu observer justement dans le combat des héros, puisque on a des duels successifs et donc une forme d'équité. Ça c'est ce que je préfère. Ça va être assez intéressant parce qu'en plus, contrairement justement à ce qui se passait, on avait vraiment des duels dans le combat des héros avec l'île de l'exil. Là on va avoir en tout cas
pour la première épreuve, une épreuve qui va se disputer à 4. Donc ça va être assez intéressant, il y en a 2 qui vont pouvoir survivre, 2 qui vont être éliminés. Et ce qui est assez intéressant donc, c'est qu'on aura 2 personnes réintégrées à la réunification. Alors le problème avec ça, c'est qu'on risque par la suite, j'imagine, d'avoir potentiellement des épreuves éliminatoires, une orientation à 5, mais bon ça on s'y attendait un peu. Mais ce que je trouve intéressant dans le fait qu'il y ait 2 personnes qui réintègrent l'aventure, c'est qu'au lieu qu'on ait une cible, une personne à automatiquement dégager, comme ça aurait pu être le cas, comme on aurait pu le craindre, finalement on aura 2 personnes, donc ça permettra potentiellement à ces 2 personnes, potentiellement soudées, on peut l'espérer, d'essayer d'un peu justement redistribuer les cartes. Et je pense que ça va être important dans une saison comme celle-ci, où on semble avoir une alliance vraiment dominante, une alliance forte, qui risque de cadenasser le jeu. Ça peut être intéressant d'avoir 2 personnes revanchardes comme ça qui essayent de s'allier, potentiellement on l'imagine avec la minorité, pour essayer de renverser le jeu. Enfin, j'espère, en tout cas j'ose espérer que ça puisse apporter quelque chose au jeu. J'imagine que ça dépendra un peu des personnes qui reviendront dans l'aventure, mais dans tous les cas je trouve que le twist est plutôt bien géré de ce que j'en vois jusqu'à présent. Enfin, dernier point que j'aimerais aborder avant de s'intéresser un peu plus aux dynamiques de tribu et surtout aux éliminés, c'est le twist qui a été proposé lors du double conseil. Donc c'est le deuxième double conseil qu'on a avec les 2 équipes en même temps. Donc la semaine dernière, on a vu un vote enfin un double vote à proposer à l'autre équipe pour chacune des personnes ayant remporté l'immunité. Là, c'était un avantage beaucoup plus fort, qui était celui de pouvoir immuniser quelqu'un. Alors c'était un twist qu'on avait déjà vu dans d'anciennes saisons de Survivor. Là on a eu cette dimension-là. Je trouve que c'est un avantage qui peut être intéressant, mais malheureusement trop fort, je trouve, parce que ça peut complètement renverser le truc. Alors là, ça n'a rien changé, et je dois avouer que voilà, ça n'allait pas forcément dans le sens que j'espérais, parce que j'aurais aimé que et Patrick et Cindy restent plus longtemps. De toute façon, ça ne changeait rien puisque Patrick et Cindy étaient ceux qui avaient le plus de votes. Mais voilà, c'était... imaginons que par exemple si Patrick avait eu moins de votes que Maxime, je pense que j'aurais été assez déçu comme beaucoup que Maxime s'en sorte par une pirouette comme ça en ayant été immunisé par Clémence alors que Patrick s'en serait sorti. Bon, pas de regret finalement puisque ça n'a pas eu réellement d'impact. Je pense que malheureusement peu de gens dans le public se sont vraiment rendus compte que ça ne changeait rien. Beaucoup ont cru que voilà, par exemple Loïc avait sauvé Alexandra alors que ce n'est pas le cas. Cindy avait de toute façon plus de votes que Alexandra. Mais dans tous les cas voilà, c'était quand même un twist qui peut être intéressant je trouve dans l'absolu, mais là que je trouvais un peu fort, surtout après avoir assisté à tout un conseil et en sachant voilà très bien qui potentiellement va être éliminé. Voilà, là en écoutant un peu les paroles des uns et des autres, je pense que chacun pouvait se douter de ce qui allait se passer. J'ai bien aimé l'attitude de Clémence qui a été d'immuniser Maxime, même si elle l'a justifié un peu bêtement avec justement le côté valeur, etc. qui m'exaspère. Je pense, connaissant un peu Clémence, connaissant un peu le personnage, j'ose espérer en tout cas qu'elle a autre chose derrière la tête que ce qu'elle présentait comme argumentaire pour le sauver. Je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu plus, disons, retors, d'un peu plus calculateur derrière ça. Peut-être l'idée voilà, qu'un Maxime était en dehors de l'alliance et percevant déjà une alliance assez forte autour de Claude et Laurent, percevant potentiellement le besoin de garder quelqu'un comme Maxime qui pourrait être justement un élément qui pourrait éventuellement à terme se retourner contre cette alliance. Bon, ça reste à voir, mais je pense qu'il y a peut-être ça qui lui a trotté dans un coin de la tête. Bref, tout ça pour dire que je trouvais que c'était un twist assez intéressant, pas forcément très bien implémenté, mais un twist qui peut apporter un peu de nouveauté, justement un peu de retournement, et je me disais que ça aurait pu être très intéressant. Alors là c'était vraiment une pensée un peu en l'air, mais ça aurait pu être très intéressant si Patrick avait eu un collier. Imaginez-vous si Patrick avait eu un collier, donc que Clémence avait bien immunisé Maxime. Finalement, je crois que ce serait Laurent qui serait sorti à cause de sa défaite à l'épreuve d'immunité, tout simplement. Il avait dû inscrire un bulletin à son nom. Donc ce serait Laurent qui serait sorti dans ce cas-là. C'est quand même assez amusant de constater cela. Voilà pour ces pensées en vrac. On va maintenant passer à l'analyse des dynamiques de tribu, et je vais commencer par les femmes, parce que j'en ai déjà pas mal parlé. Donc comme je le disais, chez les femmes, je pensais qu'il y avait vraiment 2 groupes qui s'opposaient, un groupe qui s'articule en gros, enfin qui s'articulait en gros autour des jeunes, disons, en tout cas des jeunes aventurières, des aventurières récentes, des saisons récentes de koh, et un groupe autour des aventurières des saisons plus anciennes, même s'il y avait Karima dans ce groupe des saisons plus anciennes et Clémence dans le groupe des saisons plus récentes. Dans tous les cas, voilà, il y avait
plus ou moins ces deux pôles. Finalement, on constate qu'avec le départ de Karema, les choses se sont un peu apaisées, et finalement, ce ne sont pas les aventurières les plus anciennes comme Christelle ou Kumba qui n'étaient pas immunisées qui ont été mises en danger, mais bien deux aventurières du groupe des aventurières a priori en majorité, c'est-à-dire les aventurières plus récentes, à savoir donc Cindy et Alexandra. J'imagine que Cindy a été éliminée parce qu'elle faisait peur d'un point de vue stratégique. On a vu que c'était toujours une grosse menace sociale, elle a été très forte, je l'ai trouvé socialement, avec toujours voilà, le mot pour rire, et on sent qu'elle s'est vraiment bien intégrée dans un groupe, et malgré son potentiel stratégique qui est vraiment connu de toutes et qui fait peur, on sent que voilà, les femmes étaient vraiment réticentes à l'éliminer. En plus, comme je disais, Cindy, elle n'a pas forcément justement l'aspect mérite sportif qui, on le sait, est toujours important dans Koh Lanta. Là, elle est physiquement très clairement en dessous de toutes les autres, mais malgré cela, elle a réussi presque à se sauver. Elle était pas loin de se sauver, je pense. Donc c'est dommage, franchement. Moi, je suis un peu déçu de perdre une stratège comme Cindy, surtout qu'on la perd en même temps que Patrick, qui était plus ou moins l'autre stratège assumé du casting. Donc c'est assez dommage de les perdre tous les deux au même moment. Mais dans tous les cas, voilà, j'ai assez apprécié de retrouver un peu Cindy. J'espère qu'on la reverra dans une autre saison avec peut-être un casting un peu plus hétérogène qui lui permettra d'un peu mieux tirer sa carte, peut-être aussi un peu mieux préparé physiquement. Mais dans tous les cas, pour en revenir aux dynamiques de tribu dans la tribu féminine, avant donc du coup cette recomposition des équipes qui va forcément rebattre les cartes, je trouve qu'on a une tribu qui finalement semble plus apaisée, mais qui risque d'être pas mal divisée, tout simplement parce qu'on a une Alexandra qui, je pense, sera assez revancharde. Si vous vous souvenez de sa saison des 4 terres, elle n'avait pas vraiment pardonné le fait d'avoir été mise à l'écart par certaines anciennes personnes de la tribu verte. On se souvient qu'elle avait un peu la dent dure contre un Laurent ou peut-être contre une Adja. Donc là, je la vois difficilement pardonner à la tribu des femmes et à l'alliance des femmes en général, en particulier aux femmes qui ont voté contre elle. Je pense que ça va être assez compliqué, et je pense que Alexandra pourrait vraiment être la personne qui cause la chute d'une potentielle alliance féminine contre cette alliance masculine extrêmement forte. Et ça, c'est un peu ce qui me fait craindre justement la suite de l'aventure. C'est un peu ce que je redoute, tout simplement parce que on risque d'avoir une saison très prévisible si cette alliance très solide masculine a vraiment une autoroute pour aller jusqu'en finale. On va passer à l'analyse des dynamiques chez les hommes. Alors, pas grand chose à analyser malheureusement, comme je le disais, puisqu'on a vraiment une alliance de 6 très solide chez les hommes. Je l'en avais déjà parlé un peu la semaine dernière, donc je vous invite à aller écouter le débrief de la semaine dernière pour vraiment comprendre les dynamiques au sein de ce groupe et potentiellement comment ce groupe pourrait se diviser à l'avenir si voilà, il y a des conflits d'ego, disons, entre les différents aventuriers, entre les différentes personnalités qui composent ce groupe. Mais globalement, pour l'instant, ce groupe de 6 est solide. On verra ce qu'il en est une fois qu'il sera séparé au sein des deux nouvelles tribus. Mais donc, on avait dans cet épisode 3 aventuriers qui n'appartenaient pas à ce groupe. J'analyserai tout ça un peu plus dans le détail dans la rubrique suivante, où j'analyserai comment Patrick et Cindy auraient pu potentiellement se sauver. Et donc, ces 3 aventuriers, évidemment, c'est Loïc, Maxime et donc Patrick. Loïc a été immunisé grâce à sa victoire à l'épreuve d'immunité. Je ne sais pas s'il aurait été spécialement en danger, étant donné qu'il a quand même un très bon social, mais il aurait pu l'être parce qu'il n'est pas dans ce groupe, et aussi parce qu'il représente une menace pouvant potentiellement se rapprocher des filles, puisqu'il a de très forts liens, notamment avec Alexandra, mais aussi Alix. Ils ont participé à la même saison, donc on peut imaginer un Loïc éventuellement se rallier à ces femmes-là. Donc c'est un peu le risque qu'il représentait, et je pense qu'il aurait été en danger s'il n'avait pas emporté l'immunité. Mais dans tous les cas, ayant remporté l'immunité, on a vu que c'était donc Patrick et Maxime qui étaient mis en danger. Maxime qui a tenté de se sauver, Patrick également. Patrick a fait évidemment beaucoup plus de choses, on l'a vu chercher le kaolier, on l'a vu tenter assez maladroitement, je trouve qu'il s'est malheureusement un peu caricaturé sur cet épisode, mais on l'a vu justement essayer de monter une alliance contre ce groupe solide, essayant de faire exploser ce groupe, sentant sans doute que même s'il passait ce tour là, ça allait être compliqué pour lui s'il n'arrivait pas à faire exploser le groupe. Malheureusement, Maxime n'a pas été réceptif comme on pouvait s'y attendre. Il a même carrément été balancé Patrick. Ça, pour moi, c'était plutôt bien joué parce que voilà, Maxime doit se sauver et à mon avis, il n'y avait aucun espoir de monter une team
contre justement ce groupe solide. Mais ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est que Maxime a beaucoup parlé de valeur, de voilà. Bon, il était déjà un peu comme ça dans la guerre des chefs, mais son statut un peu d'underdog, de seul contre tous, il n'était pas totalement fermé à la stratégie, même s'il ne l'assumait pas toujours, mais il n'était pas fermé à la stratégie. J'avais de l'espoir pour lui cette saison. Là, il m'a particulièrement agacé lors de cet épisode à parler de valeur. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de valeur à vouloir préserver un groupe qui de toute façon l'éliminera tôt ou tard, hein. Je rappelle que Claude lui a quand même signalé qu'il était à l'arrière du bus, hein, qu'il était, pour reprendre l'expression justement de Survivor, tout en bas du totem pole. Donc pour le coup, je ne comprends pas qu'il parle de valeur alors qu'il a face à lui des personnes qui veulent manifestement l'éliminer, dont il ne fait pas partie de l'Alliance. Il n'a rien promis à qui que ce soit, donc il n'y a pas de valeur. C'est la même chose pour Patrick, hein. Patrick n'a rien promis à qui que ce soit, on est au début du jeu, donc il n'y a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec les valeurs, le fait de voter par exemple contre un Laurent ou contre un TE, contre un Claude, ça n'a rien à voir avec les valeurs. Il n'est pas moins légitime qu'eux, tout comme un Patrick n'est pas spécialement moins légitime qu'eux. Je rappelle que c'est un jeu, hein, chacun peut gagner. Et une nouvelle fois, je pourrais à la rigueur entendre l'argument des valeurs s'il avait vraiment un poids, si par exemple voilà, Maxime avait fait une promesse, ou Patrick avait fait une promesse à ces personnes-là, ce qui n'est pas le cas. Une nouvelle fois, Maxime, comme je le disais, il a été menacé dans cet épisode par Claude. C'est bien la preuve d'ailleurs que le groupe de 6 se sent très en sécurité, parce que voilà, le fait que Maxime voit Claude lui annoncer directement qu'il est en danger, qu'il est tout en bas de l'Alliance, ça prouve que voilà, Claude a une vraie certitude sur ses alliés. Il sait que voilà, le groupe de 6 ne se trahira pas, ce qui me laisse craindre le pire comme je le disais pour la suite. Mais bon, bref, je trouve que Maxime a été particulièrement énervant et j'espère que par la suite il va s'apercevoir que ce groupe de 6 est vraiment très difficilement séparable, et donc il va devoir trouver des alternatives, comme par exemple potentiellement s'allier au groupe de femmes. Voilà pour les analyses de tribus, et donc nouvelle rubrique que je trouve assez intéressante, qui est de se positionner justement dans la position des personnes qui ont été éliminées à cet épisode, à savoir Patrick et Cindy, et de réfléchir à comment ils auraient pu se sauver. On va commencer par Patrick, parce que Patrick, sa tâche est vraiment délicate. Je pense que son meilleur pari était effectivement de trouver un collier d'immunité. Comme je le disais, avec les règles qu'on a eues, ce qui est particulièrement amusant, c'est que s'il avait trouvé et joué un collier d'immunité, étant donné que Maxime avait été immunisé par Clémence, ce serait Laurent, qui avait une voix contre lui, qui aurait été éliminé, ou en tout cas Patrick. Alors il n'aurait pas pu forcément pressentir les choses malheureusement, parce que voilà, la règle justement d'immuniser quelqu'un est arrivée après le vote, donc il ne pouvait pas savoir, mais s'il avait mis un bulletin non pas contre Maxime mais contre quelqu'un d'autre, et on peut imaginer que ayant un collier, il aurait pu essayer justement de faire en sorte que ce ne soit pas Maxime qui soit éliminé, mais potentiellement une grosse tête. On aurait pu imaginer qu'il essaye de monter un coup comme ça aurait pu être assez intéressant. On aurait pu avoir peut-être une égalité, un revote sur quelqu'un d'autre, ou même carrément quelqu'un d'autre directement éliminé. Pourquoi pas un Sam, pourquoi pas un Claude, enfin on ne sait jamais, voilà, ça aurait pu être assez drôle, assez amusant, mais malheureusement voilà, il n'a pas trouvé de collier, ce qui est dommage, parce que j'aurais bien aimé voir Patrick aller plus loin. Mais comment est-ce qu'il aurait pu se sauver s'il n'avait pas eu de collier? C'est assez délicat avec cette alliance qui est très solide. Je pense que Patrick aurait plus dû faire le pari de ne pas tenter de monter un coup contre cette alliance extrêmement solide, tout simplement parce que même si c'était en théorie la bonne solution, il n'avait absolument aucune chance que ça aboutisse. Je pense qu'il n'a pas forcément bien compris les liens entre les différents aventuriers, il n'a pas compris qu'il y avait un groupe de 6 qui était extrêmement soudé et qu'il ne pouvait de toute façon pas retourner un Sam ou un Phil. Donc c'était vraiment peine perdue, d'autant qu'on a vu qu'un Maxime était assez peu réceptif lui aussi à la stratégie, et on le savait un peu aussi de sa première saison. Donc je pense que c'était un peu illusoire de faire ça, voire même assez dangereux. On a vu que ça s'est retourné contre lui, et j'ai trouvé qu'il s'était un peu caricaturé, voilà, qu'il avait voulu jouer le rôle de stratège plutôt qu'être vraiment stratège, et ça j'aime pas trop ça, même si j'ai beaucoup de sympathie pour Patrick. Mais bon, bref, moi je pense que ce qu'il aurait dû faire, c'est plus essayer au maximum de décrédibiliser Maxime. Essayer à tout prix vraiment de faire en sorte vraiment de le décrédibiliser aux yeux des autres, pour que Maxime soit éliminé, pour qu'il gagne un tour et éventuellement bénéficie d'un twist, comme ça va être le cas la semaine prochaine, avec la recomposition des tribus. Typiquement, un bon plan aurait été justement de faire à peu près ce qu'il a fait, mais plus habilement. Typiquement, ce qu'il aurait pu faire, c'est tout simplement annoncer au groupe de Claude
qu'il va tester entre guillemets la loyauté de Maxime en lui proposant par exemple une tentative d'alliance ou quelque chose comme ça, et dire vous allez voir, il va aussitôt, une fois que je lui aurai proposé ça, venir vous le répéter. Et bien insister sur le fait que ce n'est pas une question de loyauté envers eux, puisqu'il n'a signé aucun pacte, mais tout simplement parce que c'est quelqu'un qui cherche constamment à bien se positionner et qui retourne beaucoup sa veste. Essayer de bien insister là-dessus, sur le fait que Maxime c'est quelqu'un qu'ils connaissent mal, mais que lui a bien senti que c'était un filou qui était prêt à retourner sa veste, qui était prêt à toujours s'allier au groupe majoritaire, et que donc si ce groupe majoritaire de cette alliance masculine vraiment forte se retrouvait pour une raison X ou Y en minorité, notamment face aux femmes, Maxime n'hésiterait pas à rejoindre le camp d'en face. Essayer comme ça de piéger Maxime en lui donnant justement ce potentiel coup à réaliser, ça aurait pu être intéressant, parce que ça lui laissait dans tous les cas une porte de sortie. Par exemple, si Maxime, pour une raison X ou Y, avait été réceptif justement à la tentative d'alliance de Patrick, là ça aurait pu être intéressant, il aurait pu le faire valoir soit pour sortir Maxime, soit pour effectivement monter ce coup-là, essayer de monter ce coup-là et de sortir une grosse tête, et en n'étant pas réceptif, si dans le cas où justement comme ce qui s'est passé, Maxime avait été voir justement le reste du groupe en leur avouant justement que Patrick lui avait proposé une alliance, dans ces cas-là il avait son assurance en ayant été au préalable avertir justement le groupe de Claude qu'il allait faire ce stratagème, qu'il allait monter ce stratagème avec Maxime pour tester sa loyauté. Donc je pense que ça aurait été malin de monter potentiellement un coup comme ça. Je ne sais pas si ça aurait abouti. Ça aurait peut-être aussi éveillé la méfiance des autres en montrant que Patrick était vraiment un stratège assez filou, certes, mais je pense que ça tout le monde le sait, je pense que tout le monde l'attend, Patrick, là-dessus. L'idée ce n'était pas de montrer qu'il n'était pas filou, d'essayer de jouer au mérite ou quoi que ce soit, parce que je pense que tout le monde, personne vraiment dans le cast n'était dupe sur le fait que Maxime était quelqu'un voilà, d'assez dangereux stratégiquement. L'idée c'était de faire valoir ce danger stratégique qu'il était, mais en disant qu'il le mettait au service du groupe des hommes, et en montrant à Maxime potentiellement comme quelqu'un de versatile, comme quelqu'un de peu fiable, comme quelqu'un de capable de retourner sa veste. Pour le coup, je pense que Patrick aurait pu se sauver en essayant au maximum de décrédibiliser Maxime, en espérant par la suite, comme ça va être le cas la semaine prochaine, d'avoir un twist en sa faveur. On va maintenant tenter de sauver Cindy. Cindy qui avait une position quand même beaucoup moins délicate. Alors, si je devais vraiment revenir en arrière et lui conseiller de faire quelque chose, c'est de se préparer mieux physiquement pour ce Koh-Lanta. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile pour elle si elle avait eu un niveau physique. Alors, je pense qu'elle n'aurait jamais été au niveau des meilleurs, mais au moins physiquement paraître entre guillemets moins faible. Donc, pour le coup, voilà, je pense que ça la faisait se démarquer déjà, alors qu'elle était déjà quelqu'un de remarquable de par justement son aspect stratégique, le fait qu'elle était stratégiquement une menace et tout le monde était au courant de ça. Donc je pense qu'elle se démarquait déjà dans ce cast de ce point de vue-là, notamment dans le cast féminin qui n'a quand même aucune stratège assumée, revendiquée et vraiment connue comme telle. Je pense que parmi toutes les autres femmes, allez, peut-être éventuellement une Clémentine, mais je la considère pas vraiment comme une grande stratège. Donc pour le coup, je trouve que c'était vraiment dangereux de se démarquer physiquement comme ça. Mais bon, on va partir du principe que voilà, on ne peut pas changer cet état de fait, et qu'on va tout simplement essayer de travailler avec ce qu'on a, et avec Cindy et son physique arrivant sur l'aventure. Et donc à ce moment-là, comment est-ce qu'elle peut se sauver? Alors déjà, j'ai du mal à comprendre les dynamiques qui se sont vraiment jouées chez les femmes après le premier conseil, parce que pour moi, après le premier conseil, Cindy n'était vraiment pas en danger. Je voyais justement potentiellement une Kumba, une Jade, voire même éventuellement une Christelle être éliminée, donc l'alliance minoritaire face à l'alliance majoritaire. Je pense qu'elle aurait dû essayer de jouer beaucoup plus sur ce plan-là, en essayant justement de potentiellement de menacer une Kumba. Peut-être que Kumba a réussi à créer des liens un peu plus forts avec les autres femmes, peut-être qu'il y a une histoire de mérite qui se jouait là-dedans. Et moi, si j'avais dû vraiment cibler quelqu'un, je pense que ça aurait été Kumba. À voir pourquoi ça ne s'est pas fait. Malheureusement, on n'a pas assez d'éléments, comme on a assez peu vu le camp féminin durant cet épisode. Mais moi, ça aurait été vraiment ma première cible, essayer de viser une Kumba qui en plus peut représenter une menace physique. Peut-être que Cindy n'a pas voulu le faire parce que Kumba aimait bien Cindy. Kumba n'a pas voulu viser Cindy, on l'a assez vu dans cet épisode.
Donc ça peut se comprendre qu'elle n'ait pas spécialement voulu cibler Kumba parce que Kumba était une potentielle alliée qui n'avait pas l'intention de voter contre elle. Soit elle n'a pas eu de chance, Jade a remporté l'immunité parce que Jade aurait pu être aussi une très bonne cible. On a vu que Jade se méfiait beaucoup de Cindy, c'est presque elle qui a mené la charge contre Cindy. Et je pense que dans le cas où Jade n'aurait pas eu l'immunité, peut-être qu'elle aurait pu se faire sortir parce que justement elle est perçue comme une menace. A raison, hein, c'est une candidate très dangereuse et qui pour le coup n'hésitera pas à se salir les mains. Hein. Elle, pour le coup, stratégiquement, Jade, même si elle peut paraître hypocrite et être hypocrite des fois dans ce qu'elle dit, c'est quelqu'un qui voilà n'a aucun scrupule à éliminer même les plus forts. On l'a déjà vu dans ces saisons précédentes. Donc pour le coup, Jade était une menace et elle n'a pas eu de chance qu'elle soit éliminée. À partir du moment où ça commençait à rentrer dans un ballottage à se jouer entre Alexandra et elle, c'était assez compliqué pour elle de réellement tirer son épingle du jeu. Il y avait la possibilité éventuellement d'aller chercher un collier, bon, mais dans tous les cas c'était compliqué réellement de faire quoi que ce soit. Alors je n'ai pas précisé pour le cas de Patrick parce que j'ai dit que sa meilleure option c'était évidemment d'envoyer sous le bus, comme le disaient les Américains, Maxime. Évidemment, si vous avez vu l'épisode, vous savez que du coup Clémence a immunisé Maxime, donc ça n'aurait rien changé, mais je considère que voilà, cette information était de toute façon impossible à deviner pour les candidats, donc je me place vraiment dans leur position, comment est-ce qu'ils auraient pu faire avec les informations qu'ils avaient à leur disposition. Je ne dis pas que mes méthodes leur auraient forcément permis de se sauver, je dis juste que c'était pour moi la meilleure manière de jouer pour avoir une possibilité de se sauver. Là en l'occurrence effectivement pour Cindy, à partir du moment où ça se jouait entre Cindy et Alexandra, c'était absolument impossible pour réellement Cindy de se sauver puisque dans tous les cas Loïc allait sauver Alexandra, sauf en cas de collier, hein. Cindy aurait pu se sauver éventuellement avec un collier, ce qui aurait fait sortir Christelle qui avait une voix contre elle, mais pour le coup voilà, en se sauvant non pas avec un collier mais socialement et stratégiquement, je pense que son meilleur intérêt était justement d'essayer d'envoyer Alexandra sous le bus en essayant voilà, de faire valoir justement son côté social, peut-être en diminuant son côté de menace à la fois sportive, ça pas très compliqué, mais aussi stratégique, en essayant voilà, de peut-être se montrer sous un jour moins stratégique, disons, en insistant sur le fait voilà, qu'elle était venue dans ce All-Star peut-être pour d'autres raisons, peut-être pour moins jouer stratégiquement, peut-être un peu plus essayer de faire valoir ce côté-là moins stratégique d'elle, mais très franchement pour Sydney, je pense que c'était compliqué de se sauver à partir du moment où l'alliance majoritaire des candidates récentes n'était pas vraiment solide et ne permettait pas voilà, de prendre le pas sur cette alliance minoritaire des candidates anciennes, comme je pensais que ça allait être le cas dans l'épisode précédent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce débrief. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous avez apprécié ce débrief, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me laisser en commentaire votre sentiment sur cet épisode. Est-ce que vous aussi vous craignez par la suite que l'alliance majoritaire de garçons, les 6 garçons qui sont extrêmement liés, qui ont cette entente naturelle comme le dirait Claude, est-ce que vous craignez que cette alliance-là finalement noyote le jeu et empêche toute forme de stratégie pour aller finalement au Final 6 ou au Final 5 ensemble? Est-ce que c'est votre crainte? N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve assez vite pour parler des prochains épisodes de la saison, en espérant que c'était simplement une mauvaise passe avec cet épisode et qu'on va rebondir des épisodes de la semaine prochaine. On se retrouve très vite dans tous les cas. Ciao à tous.